Bonjour tout le monde, si vous êtes prêts, on démarre. On vient de me dire que les GECO ont l'habitude de démarrer à l'heure pile. Bravo, c'est une belle règle de vie, c'est pas toujours respecté. On vous voit plus du tout, hein, on vous le dit tout de suite ici, on est complètement aveuglé par les projecteurs. Mais j'ai quand même eu le temps de voir qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui étaient arrivés, qui sont là-haut. Bravo, c'est super. Intéressez-vous à l'économie sociale, au commun, à tout ça. C'est votre avenir qui est en cause. Donc merci d'être avec nous et j'espère que vous savez que vous pouvez poser des questions que je verrai sur la tablette et on essaiera de les relayer. Alors, le sujet, c'est toujours important dans une table ronde de redire quel est le sujet, parce que quelquefois on part tous azimuts, mais on ne sait plus finalement quel est le sujet. Alors, je vais bien vous dire, et puis les gens à la tribune aussi, je vous le redis pour que vous l'ayez bien en tête. Le sujet, c'est l'ESS, économie sociale et solidaire, une radicalité en économie, point d'interrogation. Une radicalité en économie, point d'interrogation. Voilà. Moi, je m'appelle Hugues Sibyl, je suis président d'un think tank qui s'appelle le Labo de l'ESS. J'ai pas mal d'heures de vol sur l'économie sociale et solidaire. Et je vais avoir le plaisir d'animer cette table ronde. Et j'ai Benjamin, qui est ici, me le rappelait tout à l'heure, écrit un bouquin avec mon fils qui s'appelle Être radical. Deux générations qui se posent la question. Et donc c'est bien qu'il y ait des étudiants. Ça veut dire quoi être radical dans le monde dans lequel on vit? Alors les organisateurs de cette table ronde, c'est la métropole de Lyon, le Labo de l'ESS, Sciences Po Bordeaux et les lecteurs d'alternatives économiques. On a vu les revues d'alternatives économiques un peu partout ici, plus la Caisse des dépôts qui a financé l'étude qui a donné lieu à l'idée de cette table ronde. Donc je vous le montre, on a sorti un livre qui s'appelle Regard d'économiste sur l'économie sociale et solidaire. Donc c'est bien qu'on soit au GECO, parce que c'est là où on parle d'économie. Depuis longtemps, on est aux Journées de l'économie autrement à Dijon, et moi j'étais très heureux que ce soit accepté que notre table ronde ait lieu ici, qu'on n'ait pas une coupure de deux mondes entre les économistes qu'on appelle orthodoxes et les économistes hétérodoxes. Donc merci de nous accueillir ici. Alors le livre, il part d'une enquête qui a été faite auprès de 20 économistes, et on va en parler là tout à l'heure, pour savoir finalement ce qu'ils savent de l'économie sociale et solidaire, ce qu'ils en pensent, quelle place ça peut jouer dans la société. Et on avait fait la même enquête, le Labo de l'ESS, il y a 10 ans. Donc c'est une façon de voir si les choses ont bougé. Alors, pour parler de ça, vous avez d'abord Emeline Baume, tout seigneur, tout honneur, puisqu'elle est vice-présidente de la métropole de Lyon, et elle est en charge de l'économie sociale et solidaire sur Lyon. D'ailleurs, au passage, quand même, les organisateurs ont veillé à la parité, bravo, parce que quand on parle d'économie sociale et solidaire, c'est pas toujours le cas. Hein. Donc, on a une parité des intervenants. Moi, je compte pour du beurre, mais les intervenants sont à parité. Ensuite, Benjamin Coria, à côté d'Emeline, donc qui est professeur à Paris Nord et qui fait partie des économistes atterrés et qui depuis maintenant pas mal d'années est un peu un moteur sur la recherche sur les communs en France et au niveau international. Il connaît très bien ce sujet. Patricia Cripeau, qui est tout de suite à côté de moi, merci d'avoir accepté de venir, qui est professeur à l'école polytechnique. Ça impressionne toujours, et qui travaille sur nos sujets. Les deux, Benjamin et Patricia, ont répondu, ont fait partie des 20 économistes qui ont répondu à l'enquête. Et puis Lionel Fournier, qui est ici, qui est directeur du développement durable du groupe Vive. C'est un groupe mutualiste santé qui a réuni Harmonie Mutuelle, qui connaît bien, mais la MGEN, enfin des choses qui vous parlent. La MGEN, je pense que ça parle quand même dans le monde de l'éducation nationale. Voilà, alors je dis 3 mots quand même avant de venir les questionner sur ce travail qui a été fait sur les économistes. Donc 10 ans d'écart, alors 2 choses quand même, puis ça leur permettra de réagir. Bon, d'un côté, les économistes, alors d'abord sur les 20 économistes qui ont répondu à l'enquête, il y en a beaucoup qui sont ce qu'on appelle des économistes orthodoxes ou libéraux ou néolibéraux qui en fait n'ont pas accepté de répondre à l'enquête. Donc ça dit quelque chose et puis évidemment ça agit peut-être sur les réponses. Mais ce qu'on peut dire, c'est que bon, d'un côté, l'économie sociale et solidaire reste assez peu aujourd'hui enseignée en sciences éco et beaucoup d'économistes savent assez mal ce que c'est vraiment l'économie sociale et solidaire.
Pourquoi alors, voilà ce qu'ils nous disent, et vous pourrez réagir là-dessus. D'une part, il n'y a pas de théorie économique assez robuste sur l'économie sociale et solidaire, comme ça existe pour les communs, avec une prix Nobel, Nordstrom, qui a marqué. Ensuite, ça s'accorde mal avec les théories classiques et les théories dominantes en économie. Et enfin, un point peut-être sur lequel Emeline pourra revenir, l'économie sociale et solidaire, elle est surtout à un niveau intermédiaire, c'est-à-dire mezzo-économie, sur les territoires, les filières, etc. Et elle est moins facile au niveau macroéconomique qu'au niveau microéconomique. Voilà. Mais ce qui est intéressant, et ça va faire la transition avec les premières questions, c'est que quand même ces économistes qu'on a interviewés par rapport à il y a 10 ans, ils disent « Ah, quand même, c'est quand même vachement intéressant ce que vous proposez. Il y a là quand même des idées de contre-modèles. » Et on est rentré dans un tel dérèglement climatique et une crise des modèles qu'on s'y intéresse quand même plus sur ce que le SS peut apporter à des questions comme évidemment la question écologique, mais aussi les problèmes d'inégalité, les problèmes de délocalisation d'entreprises. Donc en fait, il y a quand même, on sent qu'il y a une montée en puissance auprès des économistes sur « Ah, il faut qu'on regarde ça parce que face aux difficultés qui sont devant nous, il y a peut-être quand même toute une série de choses qui sont intéressantes dans l'économie sociale et solidaire. » Voilà. Et les faiblesses que ces économistes pointent, c'est pour l'économie sociale et solidaire, c'est d'une part, c'est une économie qui manque de capitaux. Alors, on dirait, en voulant un peu utiliser des vocabulaires, l'intensité capitalistique est insuffisante dans un certain nombre de domaines. Ensuite, c'est une économie qui agrège des structures très différentes. Donc là-dedans, on a des structures qui sont dans le médico-social, on a des banques, on a vraiment, c'est très vaste. Et puis enfin, la dernière faiblesse, c'est, alors, en est une, et ça va me faire donc l'entrée en matière, monte aujourd'hui le thème de l'impact, le thème de l'économie à impact, et est-ce que finalement l'économie à impact ne se substitue pas à l'économie sociale et solidaire ou n'occupe pas son propre terrain. Voilà, je suis allé vite, mais je pense qu'il était utile quand même de tracer un petit toile de fond. Alors je me tourne vers Benjamin. Benjamin Coria, donc je l'ai dit, tu as fait partie des 20 qui ont répondu, tu es un économiste atterré, depuis très longtemps tu dénonces la marchandisation du monde, et tu as investi dans les communs, et je te pose la question de manière assez directe. Est-ce que tu considères que l'économie sociale et solidaire propose une alternative au modèle économique qui est le nôtre aujourd'hui? Alors il faut que tu prennes un micro, parce que sinon il n'y a que moi qui t'entendrai, ce qui est un peu... Bon, d'abord, merci, et merci pour... Il faut bien mettre le micro contre le menton. Voilà. Bon, je dis d'abord merci, et merci pour cette invitation. Alors, je vais répondre évidemment à ta question, mais pour ça, il faut passer par quelques éléments, quelques piliers. Bon, alors, la première chose qu'il faut dire quand même, et c'est une des difficultés avec le SS, c'est sa très grande hétérogénéité. Hein. C'est-à-dire qu'à la fois, pour ce qui concerne les formes sociales qui lui servent de support, ça va des associations aux coopératives, aux fondations. Bon, voilà. Et donc, il y a cette première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que on la trouve un peu dans tous les domaines, beaucoup, comme tu l'as rappelé, accrochés à des territoires, et beaucoup dans des fonctions de réparation, hein, du tissu social, des inégalités, plus rarement, mais aussi de l'écologie. Voilà, donc c'est très difficile d'avoir un point de vue, on va dire, unique, hein, comme si on avait affaire à un objet saillant, tout à fait clair, tout à fait identifié. Néanmoins, puisque je n'ai pas du tout l'intention de me débiner, ceux qui me connaissent savent que je suis plutôt cash, j'ai bien l'intention de l'être. Alors néanmoins, si on regarde ce qui me paraît être, ce qui est pour moi sa forme la plus avancée, hein, et la plus aboutie, et qui pour moi est la coopérative. Je pense que c'est le produit, j'ai envie de dire, le plus intéressant de l'économie sociale et solidaire. Avec les mutuelles, on pourra aussi en parler, mais disons que la forme emblématique, c'est la coopérative. Alors moi, je vais le dire tout à fait clairement, moi je pense que la coopérative apporte beaucoup de choses, et je vais en énoncer 3. La première, c'est le principe un homme, une voix, et pas
tant d'argent, tant de voix. Et donc, il y a, je le dis comme je le pense, une première mise à l'écart, tempérance du pouvoir du capital à travers cette forme-là de gouvernance. Et c'est évidemment très important. Quand il dit un homme, une voix, c'est un homme, une femme, une voix. Hein. Bien sûr, oui, oui, une personne, une voix, j'aurais dû dire. Tu as tout à fait, merci de m'avoir repris. Deuxièmement, l'idée des fonds impartageables va exactement dans le même sens. Il s'agit de faire en sorte que le produit obtenu par l'activité entrepreneuriale bénéficie à l'ensemble de la collectivité que constitue l'entreprise et ne puisse être utilisé, le cas échéant, que pour de l'investissement et ne soit pas partagé, émietté, approprié. Et puis troisièmement, l'idée de non-lucrativité ou de lucrativité limitée, ce sont des innovations institutionnelles qui supposent des formes organisationnelles particulières, du droit particulier, qui, à mon avis, sont des éléments majeurs. Je vais parler tout à l'heure des communs, et je pense que les communs ont beaucoup à apprendre et à utiliser de ces innovations institutionnelles de l'ESS. Donc, l'ESS a inventé des formes de marginalisation du pouvoir du capital, tout en rendant possible l'entrepreneuriat, parce qu'on sait tous que, en tout cas c'est ma conviction, on ne peut pas construire une société sans entrepreneurs. Je ne suis pas du tout en train de dire que c'est eux qui doivent nécessairement tenir le rôle central, etc. Je ne suis pas du tout néolibéral, mais on ne peut pas faire une société sans entrepreneurs, et sans entrepreneurs ayant une vraie conscience. Et là, on a fabriqué des outils qui permettent ce type d'entrepreneuriat-là. Donc, en ce sens, je commence à répondre à la question. L'ESS a une vraie contribution à la construction d'une société alternative. Voilà. Maintenant, la limite que moi je vois, c'est que ces outils, ces instruments n'empêchent pas, même dans le cas des coopératives, que l'environnement social que constitue le marché, que constituent les puissances capitalistes, etc., n'imprime à l'ESS des caractères, en tout cas dans un certain nombre de cas, qui en font des entreprises presque ordinaires, voire, il n'y a pas de raison de le cacher, voire pire, le Crédit Agricole, chacun le sait, a une forme coopérative. Il a participé à toutes les spéculations possibles internationales. J'invente rien là, il suffit de regarder Wikipédia, Crédit Agricole. Bon. Et à un autre niveau, il a participé aussi à la prédation, à la destruction d'un certain nombre de sols en France. Voilà, simplement pour dire que les formes sociales qu'a été capable de créer l'ESS ne suffisent pas, elles ne prémunissent pas définitivement. Il y a ce que les théoriciens des sciences sociales appellent l'isomorphisme institutionnel, c'est-à-dire le fait qu'une entité qui naît avec, j'ai envie de dire, les meilleures intentions du monde prise dans des contraintes de marché, prise dans des contraintes de compétition, etc., finit par se comporter comme ses rivaux. Voilà, donc je répète, je considère que l'ESS a vraiment apporté quelque chose, et je vais y revenir tout à l'heure, mais pour autant ça ne suffit pas. Alors maintenant je conclus. Mon dernier mot, c'est pour dire, est-ce que l'ESS constitue potentiellement une voie radicale? Ma réponse est définitivement non. Par contre, incontestablement, l'ESS est un instrument de mise à distance du pouvoir du capital, en tout cas peut l'être. C'est un instrument de tempérance, c'est un instrument d'humanisation, et c'est un instrument qui a incontestablement son rôle à jouer dans la construction d'une alternative, et j'y reviendrai tout à l'heure. Sous certaines conditions, il peut devenir un élément extrêmement important de la construction d'une alternative. Alors,
Mais pour ça, il faut qu'il bouge. D'accord. Je joue mon rôle en faisant un petit peu, puis comme il y a beaucoup d'étudiants dans la salle, un petit peu de pédagogie, puisque c'est un sujet que je connais bien. Donc, il faut que vous sachiez qu'il y a en France une loi qui date de 2014 qui dit qu'elle est l'économie sociale et solidaire, qui aujourd'hui réunit des entreprises à statut, ce sont les associations, les coopératives, les mutuelles et les fondations, plus des entreprises qui n'ont pas ces statuts-là, mais qui respectent deux règles sur les profits et sur la gouvernance. Donc ça, c'est pour la partie française. C'est assez important parce que ça veut dire qu'il y a un cadre qui existe et qui est un cadre maintenant qu'on retrouve assez largement au niveau international. Donc, dans ce que tu viens de dire à l'instant, Benjamin, d'abord aussi peut-être un point, c'est que le Crédit Agricole a une filiale qui est cotée en bourse et que ça a été, à mon avis, un des points non négligeables des dérapages qu'on a eus. Mais avant d'enchaîner, je te pose juste quand même encore une question. Il y a l'entrée par le capital. Donc, ce que l'économie sociale apporte, ce ne sont pas des entreprises de capitaux. On ne dit pas, je mets de l'argent sur la table, faites-moi une entreprise et dégagez-moi des profits. Donc ça, c'est assez différent. Mais aujourd'hui, il me semble que dans les débats sur la radicalité, il y a le marché, ce qui est un peu autrement. C'est-à-dire que dans les débats sur la post-croissance, le re-questionnement de la croissance, c'est pas simplement le capital. C'est qu'est-ce qu'on produit, qu'est-ce qu'on consomme, dans quelle quantité, quelles ressources on utilise pour produire et consommer tout ça, qui conduit à distinguer un peu l'entrée par le capital de l'entrée par le marché. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire là-dessus ? Ce que j'ai à en dire là-dessus. Mais micro. Ton micro. Pardon. Ce que j'ai à en dire là-dessus, c'est que malheureusement, il n'y a pas grand-chose dans la constitution de l'ESS qui implique, par exemple, le respect de la nature, qui implique les relations entre les hommes, ou les hommes et les femmes à l'intérieur des entités de l'ESS. Oui, ça, je crois que ça fait partie de l'ADN de l'ESS. Encore que dans les coopératives, par exemple, on a malheureusement nos trois catégories de salariés. Hein, c'est-à-dire qu'il y a les salariés actionnaires, hein, propriétaires de l'entreprise, il y a les salariés tout court, et il y a les part-timers. Donc, je veux dire, la question de l'isomorphisme institutionnel, elle est très forte. Alors, pour répondre à ta question... Alors, l'isomorphisme institutionnel, je ne sais pas si on faisait un sondage dans la salle, qui est-ce qui serait capable de donner une définition, mais peut-être que tu serais surpris quand même. De définir ce que c'est que l'isomorphisme institutionnel. Si, j'ai dit l'isomorphisme institutionnel, c'est le fait qu'une entité qui naît de manière alternative, du fait de la pression du marché, du fait de la concurrence, etc., en vient à des pratiques parfaitement similaires à celles de ses concurrents. Oui, voilà. Bon, donc, si tu veux, tu anticipes sur ce que va être la deuxième partie de mon intervention. Alors non, ce que portent les communs, c'est justement cette élément. Alors garde tes cartouches pour tout à l'heure, on va y revenir. Donc Patricia, merci encore une fois d'être là. Hein. Franchement, on est honoré d'avoir un enseignant à l'école polytechnique. Et puis moi, je trouve quand même que c'est passionnant qu'il y ait des gens qui sont à l'école polytechnique, qui travaillent sur nos sujets. Ça me fait plaisir, parce que ça fait quand même, moi je suis un acteur et un militant depuis très longtemps de l'économie sociale et solidaire. Donc vous aviez accepté de répondre à notre enquête, merci encore. Et dans ce que vous avez répondu dans cette enquête, vous dites que finalement l'ESS est un peu cantonnée à certains secteurs, c'est-à-dire on la voit pas finalement dans tous les domaines de l'activité économique humaine, elle est dans certains secteurs, elle n'est pas partout. Alors ma question c'est, est-ce que vous pensez qu'elle peut sortir finalement de niches dans laquelle on l'accepterait, on la cantonnerait, donc c'est bien, il y a des niches dans le domaine de la santé, le médico-social, des choses comme ça, des services aux personnes, mais est-ce que vous pensez qu'elle peut sortir de ces niches, couvrir tous les secteurs, dépasser aujourd'hui, j'en profite pour le dire au passage, même si le chiffre n'est pas forcément le bon, mais enfin ça permet d'avoir au moins une idée, 10% du PNB sont réalisés par des entreprises qui sont dans le champ de l'économie sociale. Donc, est-ce qu'on peut sortir de ces limites et sortir de ces limites sans se dévoyer par rapport au projet, comme vient de le dire à l'instant Benjamin Correa? Alors, d'abord, merci beaucoup de l'invitation. Moi, je suis ravie d'être là à plusieurs titres pour évidemment la question du sujet, parce que c'est un sujet important et qui me tient à cœur. Ensuite, parce que je suis lyonnaise, donc je reviens un peu sur mes terres de prédilection. Je suis née, j'ai fait mes études à Lyon, donc je me sens chez moi ici.
Et du coup, ça me donne on va dire une motivation personnelle sur ces deux niveaux qui, je pense, n'est pas totalement étrangère non plus à la question de la solidarité, de l'implication personnelle des gens, d'ailleurs, qui sont dans l'économie sociale et solidaire. Sur ce, pour répondre à votre question, moi je pense qu'en France, on a un paradoxe sur l'économie sociale et solidaire, parce que je vais essayer de rebondir aussi un petit peu sur ce que disent mes collègues, sur ce que vient de dire Benjamin, essayer de m'appuyer de temps en temps dessus quand je le peux. Le premier label de finance solidaire, la France a été pionnière, en fait, elle a été la première à créer un label en 1997. Donc on en fête aujourd'hui voilà, quasiment les 35 ans. C'est quand même pas rien, on était vraiment pionniers, on était à l'avant-garde de ces sujets-là. Et est-ce qu'on est toujours aussi pionniers, toujours aussi à l'avant-garde? Je ne suis pas sûre. Je vais donner quelques chiffres. L'ESS en France, c'est des chiffres relativement stables en fait. Sur ces 10 dernières années, ça n'a pas beaucoup changé. 2,3 millions de salariés travaillaient dans l'ESS il y a 10 ans. Ils sont 2,4 millions aujourd'hui. C'est quand même relativement stable. Ça représente quand même 10% des salariés, donc c'est pas rien. 14% des emplois, l'ESS. Vous l'avez dit tout à l'heure, 10-12% du PNB, c'était 8% il y a 10 ans. Donc, il semblerait que c'est comme si on avait atteint une espèce de plateau. C'est quand même un peu surprenant, alors que on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, les défaillances de marché, les choses à corriger, tout à l'heure Benjamin parlait de réparation, l'ESS se développe dans des secteurs où il y a des choses à réparer. Je ne fais pas partie de ceux qui considèrent qu'on a réparé énormément. Enfin, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à réparer. Donc les besoins, en fait, je pense, sont encore plus criants aujourd'hui dans la société dans laquelle on est. Donc il y a un vrai besoin. Donc, est-ce qu'on est capable d'y répondre? Il y a des attentes. Voilà, en tout cas, ça, je pense que les attentes sont très grandes. D'où votre question, quoi. Est-ce que ça a vocation à devenir un modèle qui se généralise? Et je vais développer le deuxième point du paradoxe, c'est que l'ESS, pour quelle est sa spécificité, elle ne peut pas avoir cette prétention-là et un peu hégémonique, c'était le terme de la question, parce que d'emblée, on va questionner sa légitimité, on va questionner ce que disait Benjamin tout à l'heure, la question de l'isomorphisme, le fait de finalement emprunter les figures qu'on cherche à dénoncer, dont on cherche à sortir. Donc on a un vrai paradoxe. Et ce paradoxe-là, en fait, de besoins criants très forts, d'une relative stabilité face à des besoins croissants, c'est embêtant. Et en même temps, la difficulté d'une généralisation qui n'est pas forcément souhaitable. Il y a un vrai parallèle qu'on peut faire avec, qui est un de mes thèmes de recherche majeur ces 15 dernières années sur la responsabilité sociale et environnementale, l'investissement socialement responsable. Est-ce que l'ESS, c'est juste une branche, une petite partie de ce segment-là? Si on prend, on va dire, si on veut faire des catégories, oui, on peut dire l'ESS, c'est un des petits piliers de l'ISR. Et qu'est-ce qu'on observe dans l'ISR? C'est que beaucoup d'investisseurs se revendiquent de l'investissement impact. On en a parlé tout à l'heure. Ils disent, voilà, on cherche à avoir un impact sur la société, un impact sur le climat, un impact sur la solidarité. Mais très peu y arrivent réellement à le démontrer. Et ça, c'est un vrai problème parce que, effectivement, dans les buts, la gouvernance et les modes de gestion de l'ESS, on est sur des choses où là, on a un véritable impact et il faut pouvoir le montrer sans finalement utiliser un vocabulaire, ce qu'a tendance à faire une grande majorité des acteurs financiers quand ils sont dans la finance durable. Ils utilisent un vocabulaire sans vraiment avoir une vraie stratégie, une vraie différenciation en la matière. Ils font plutôt du greenwashing pour être un peu plus cash. Alors justement, je voudrais vous poser une question, parce que vous avez parlé d'investissement. Je voudrais vous poser une question sur... tout à l'heure, j'ai dit que dans le travail qu'on a fait là, dans ce bouquin, on dit qu'une des faiblesses peut-être de l'ESS, c'est qu'elle a un manque de capital. Enfin, elle a un manque. En tout cas, elle a une intensité capitalistique, elle a des difficultés à avoir les capitaux. Je prends un exemple que je connais pas mal. Blablacar, quand Blablacar s'est créé, ils ont fait 3 levées de fonds auprès de fonds de pension américains pour l'équivalent de 350 millions d'euros.
Les entreprises de l'économie sociale en France, quand elles veulent créer des plateformes comparables, elles ont un mal de chien à trouver ces capitaux. Et il y a donc une réticence en fait de l'investissement à venir dans ce type d'entreprise parce que c'est des modèles différents, c'est des modèles dans lesquels les retours sur investissement ne sont pas les mêmes. Et ce qui me conduit à... Alors, c'est un peu tiré par les cheveux, mais il faut que j'introduise les questions de la salle. Donc, il y a une question de la salle qui dit « Pensez-vous que le mouvement récent de volonté de taxation des plus riches permettrait réellement de réduire les inégalités dans la société capitaliste qui sont les nôtres ?» C'est quand même un peu le même sujet, c'est-à-dire qu'il y a une inégalité finalement d'accès au financement qui est telle que pour arriver à développer de l'économie sociale et solidaire, c'est extrêmement compliqué. Je prends un autre exemple, peut-être dans la salle certains l'ont entendu parler, que moi j'ai trouvé génial quand ça s'est créé, c'est une coopérative qui s'appelle RICOP et qui a dit on va faire rouler des trains, c'est une coopérative d'intérêt collectif, on va faire rouler des trains aux endroits où ils ne roulent plus parce que la SNCF s'est retirée, notamment sur Lyon-Bordeaux, où les gens prennent leur bagnole pour faire Lyon-Bordeaux ou Bordeaux-Lyon parce qu'il n'y a pas de train. Mais ils se sont bien débrouillés. Il y a eu quand même des milliers de gens qui sont devenus dans la coopérative, mais il n'y avait pas les financements par rapport au volume. Donc, ils sont en difficulté aujourd'hui. Voilà. Donc, ce rapport, finalement, à l'investissement, qu'est-ce que vous avez envie de nous en dire par rapport à l'économie sociale et solidaire ? Alors, je vais répéter, au risque de me répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Au départ, enfin voilà, en 97, il y avait une vraie volonté de trouver des sources de financement alternatives et d'alimenter le secteur de l'économie sociale et solidaire. C'était vraiment quelque chose de très pionnier, la création de ce label Finansol. Aujourd'hui, la finance solidaire, c'est à peu près 15 milliards d'euros par an. Ça représente 1% de l'ISR. Voilà. Donc il y a quand même des capitaux. C'est pas négligeable. Qu'est-ce qui peut être un frein ? Moi, je pense que c'est... pour répondre à cette question-là, j'ai un exemple qui me vient en tête, qui est un exemple de fonds à impact qui s'appelle le fonds Hémisphère. Je ne sais pas si mes collègues le connaissent. C'est un fonds qui a été créé en 2016 par l'État pour gérer la problématique de l'hébergement d'urgence des migrants. Et l'État n'avait pas plus les moyens, on va dire, financiers de cette politique d'hébergement d'urgence, parce qu'à l'époque, on payait des nuitées en chambre d'hôtel, c'était trop coûteux. Ils ont décidé de créer un fonds impact, racheter la chaîne des Formule 1, et puis de faire appel aux capitaux privés, mais pour répondre à un objectif éminemment de solidarité pour l'hébergement d'urgence des migrants. Et ce fonds, la spécificité, c'est que donc il y a des investisseurs privés qui ont apporté beaucoup de capital. On a réussi à créer plusieurs dizaines de milliers de places. Et ils sont rémunérés sur l'atteinte d'indicateurs sociaux, notamment sur la scolarisation des enfants, sur les taux de sortie vers un logement plus durable ou des indicateurs d'emploi et finalement de pérennisation des familles sur le territoire. Ça, c'est quand même assez intéressant. Ça permet de répondre à cette double logique. La question, c'est est-ce que ça peut s'appliquer à toutes les questions de l'économie sociale et solidaire, et est-ce que ça peut être généralisable, réplicable ? Pas forcément, hein, mais en tout cas, je trouve que c'est un exemple qui est quand même très éclairant parce que ça permet finalement de s'appuyer sur un modèle et un objectif et une gouvernance particulière tout en ayant une taille quand même assez intéressante, quoi. D'accord. Là encore, un tout petit bout de pédagogie. Donc, les entreprises dites de l'économie sociale et solidaire, loi de 2014, il y a deux règles qui sont fondamentales. Vous avez absolument le droit de faire des bénéfices, mais ces bénéfices doivent être mis en réserve, c'est-à-dire on ne se les partage pas, et les réserves sont impartageables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre l'entreprise d'économie sociale à quelqu'un d'autre en disant je vous vends je vous vends notre entreprise. C'est pas possible. Les réserves sont impartageables, on ne peut pas se les partager. Donc ça fera la transition avec les communs tout à l'heure. Donc ça devient un bien commun, une entreprise coopérative. Elle n'appartient pas à monsieur ou madame Intel, elle appartient aux gens qui ont créé ensemble de la richesse. Alors c'est quand même quelque chose qui est sensiblement différent et qui heurte les habitudes culturelles des banques, des investisseurs, etc. Parce qu'on est dans un monde, c'est pas ça. On crée des entreprises pour les revendre et gagner le maximum d'argent en les revendant. Donc le modèle est, de ce point de vue-là, quand même un contre-modèle. Alors, Lionel, je me tourne vers vous.
Vous êtes donc dans une grande entreprise de l'économie sociale qui s'appelle le groupe Vive, qui a résulté lui-même de fusion, donc en particulier de la MGEN et de Harmonie Mutuelle, que vous connaissez bien. Il n'y a pas de fusion entre Harmonie Mutuelle et MGEN encore. Comment ? Non, enfin... Oui, il n'y avait pas que ça. De fusion, oui. Oui, mais donc, et vous êtes en charge de l'aspect développement durable et RSE de ce groupe, qui est un grand groupe. Vous allez peut-être nous dire les 2 ou 3 chiffres que représente ce groupe. Donc, est-ce que vous avez, puisque notre sujet c'est la radicalité économique, est-ce que vous considérez que votre groupe mutualiste, qui est donc surtout dans le domaine de la santé, des mutuelles de santé, est-ce que vous considérez que c'est un groupe qui a un positionnement assez radicalement différent de vos concurrents qui sont des assureurs? Alors, quelques mots sur... alors, assez radicalement différent, on est en chemin, mais je vais revenir. Quelques mots sur le groupe. Donc, le groupe, aujourd'hui, a été fondé par quelques grandes mutuelles, donc MGEN, Harmonie Mutuelle. MGEN, on est plutôt on est sur la fonction publique. Harmonie Mutuelle, on est plutôt sur les entreprises, avec 75 000 entreprises clientes. Et puis, Harmonie Mutuelle, c'est le fruit de fusion qu'on commençait il y a 1 siècle et demi entre les mutuelles de village qui se sont regroupées. Et puis, on a également la MNT, avec la mutualité, avec la mutuelle des agents territoriaux. Donc, fonction publique et entreprise. Mais ça, c'est la partie assurance. Notre métier, c'est de couvrir les frais d'assurance de santé, c'est de couvrir aussi tous les frais inhérents aux problèmes de maladie par la prévoyance, et puis la partie retraite. Mais à côté de ça, et là on est original, je ne sais pas si on est radical, mais on est original, on a au sein du groupe une quinzaine de métiers qui sont les métiers autour du soin, de l'accompagnement. Ça va des cliniques, les EHPAD, des crèches, du matériel, de la distribution de matériel médical, de l'optique, etc. Donc là, voilà. Et puis, le 3e métier, c'est le logement. On est le 5e opérateur en termes de logement social. Donc, on embrasse par nos différents métiers vraiment une vision globale de la santé. Donc ça, c'est voilà, pour parler du groupe. Après, il y a peut-être la 2e question sur la radicalité. Oui, enfin, le mot radicalité, il faut le prendre pour ce qu'il est, mais dans le sens, est-ce que vous essayez finalement de construire, entre guillemets, un contre-modèle par rapport à ce qui existe aujourd'hui Alors, le contre-modèle, de toute façon, pour une partie, on y est. Enfin, je veux dire, on a sur ces différentes activités 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et le résultat, qu'on peut appeler bénéfice, qui n'est pas partagé, c'est autour de 1%, les bonnes années, du chiffre d'affaires. Donc, quand on compare par rapport à une entreprise classique, on a un tout petit résultat. Voilà. Et on en a besoin, parce que si on veut investir, etc., il faut qu'on ait ça. Donc ça, c'est le premier point. Pour autant, moi, j'essaie de me projeter dans l'avenir. Et ce qui va nous permettre peut-être d'être encore plus original et d'être plus pertinent, c'est la réflexion qu'on a aujourd'hui, qui est plus ou moins avancée, mais qui est en train de se mettre en place au niveau du groupe. Et la réflexion, elle tourne autour de la question de la santé. Parce qu'on ne peut pas, nous, être pertinent et avoir une utilité, je pense, dans le moment où on est, sans avoir cette réflexion sur la santé. Pourquoi ? Parce qu'on est probablement dans un moment charnière sur la question de santé. Ce qu'on peut dire quand même, c'est pour faire très simple, depuis la révolution industrielle, parce que c'est vrai que voilà, on a des problèmes aujourd'hui avec les énergies carbonées, il faut quand même reconnaître qu'avant la révolution industrielle, notre espérance de vie était divisée par 3, de ce qu'elle est aujourd'hui. Donc il y a beaucoup d'impact, mais il y a aussi, on a bénéficié d'un progrès social qui a été supporté par toute l'économie qui a pu se mettre en place grâce à l'énergie carbonée. En attendant, si on regarde la situation de la santé, je vais faire vite, de 1946, après la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à 2014, en moyenne, on gagnait un trimestre d'espérance de vie par an. D'ailleurs, quand on parle des réformes de retraite, on a toujours ce chiffre-là en tête. C'est plus vrai depuis 2014. Notre espérance de vie entre 2014 et 2022 n'a plus évolué. Ça a même diminué un peu pour les femmes. Alors, c'est vrai pour l'espérance de vie à la naissance, c'est même vrai pour l'espérance de vie à 60 ans. L'espérance de vie. Et la cause de cette alors la cause, mais justement, je vais venir. Parce que pourquoi il y a stagnation ? Probablement, je dis que probablement, évidemment, on se réfère aux études scientifiques. Qu'aujourd'hui, ce n'est pas nos gènes qui ont changé, c'est nos conditions de vie qui font qu'aujourd'hui, on est de plus en plus soumis à des maladies chroniques. 34% des Français aujourd'hui sont atteints de maladies chroniques. Une maladie chronique, c'est le fait qu'on a une maladie, un cancer, du diabète, etc., qu'on va avoir peut-être toute sa vie, en tout cas pendant de longues années, et qui vont demander des soins. Et 34%,
c'est des dépenses de santé qui sont chaque année plus importantes. Et donc là, et le deuxième point, c'est qu'on a une population vieillissante avec des maladies chroniques, mais qui ne touchent pas que les personnes âgées. C'est pas parce qu'on est vieillissant qu'il y a maladies chroniques. On l'a vu l'année dernière. L'année dernière, on a eu un excédent en 2022 par rapport à la mortalité. C'est-à-dire qu'il y a eu 58 000 morts de plus que ce qui était attendu compte tenu des statistiques. Et ça a touché toutes les populations, y compris les jeunes. De 15 à 34 ans, c'est 10% de morts de plus que ce qu'on avait anticipé. 9% pour les 35 et 54 ans. Donc nous, on se dit, aujourd'hui, on a un problème. C'est celui des maladies chroniques. On a une population vieillissante, une population qui est en moyennement bonne santé et qui, en plus, et j'en finis là-dessus, va devoir être confrontée à ce qu'on vit aujourd'hui. C'est la question du dérèglement climatique. Quand vous avez une canicule qui arrive sur des personnes âgées, isolées et en plus en mauvaise santé, il y a quand même des chances pour que, malheureusement, ça ait des effets. Et pour agir, donc là on se dit, nous, il faut qu'on agisse. Pour agir, c'est quoi? Parce que les maladies chroniques, elles viennent d'où? Elles viennent des pollutions, de l'air qu'on respire, de l'eau que l'on boit, de l'alimentation, de nos comportements, la sédentarité, notre rapport à l'alimentation, et aussi des liens sociaux. Et je viens là-dessus, les liens sociaux. Il y a des études aujourd'hui scientifiques qui montrent qu'avoir de bonnes relations sociales, ça fait partie, c'est un déterminant de santé aussi fort, par exemple, que le fait de ne pas fumer. Donc, je finis. On se dit qu'en plus de ce qu'on fait aujourd'hui pour réparer, à la fois pour l'accompagnement social, à la fois nos remboursements, il va falloir que dans notre activité, eh bien, qu'on puisse travailler avec nos adhérents, et en particulier en partant des territoires, sur la question des déterminants de santé qui, justement, permettront de moins subir ces maladies chroniques. Merci beaucoup. Ça, si on arrive à ça, ça est radical. Je vais poser une question je vais dire quelque chose sur lequel vous pourrez agir en commençant par Emeline, mais avant de rentrer sur cette tribune, Benjamin me disait, il regardait les nouvelles sur son téléphone, que la Commission européenne vient de prolonger le glyphosate de 10 ans. Bon, parce qu'on est quand même sur votre sujet, là. Hein. C'est les maladies. Bon. Mais on est quand même bien au cœur de l'affaire. Parce que moi, je ne pense pas que c'est parce que c'est des méchants, des salauds. C'est parce qu'en fait, l'économie et la santé sont en contradiction. Parce que finalement, pour faire une agriculture productiviste, il faut du glyphosate. Donc la Commission européenne dit on ne peut pas parce que c'est trop tôt, etc. On fait 10 ans de plus. Donc il y a une tension, finalement, entre l'économie et l'écologie et la santé, par exemple. Et là, ça me fait une transition vers toi, Emeline, parce que moi, par exemple, j'avais été heurté du fait que, vous vous souvenez de cette catastrophe de Lubrizol en Normandie, on a réouvert vachement vite le site. Et il y avait un accord finalement du préfet, des élus. Pourquoi? Parce que l'économie et l'écologie étaient en tension, parce qu'on risquait d'avoir des emplois qui disparaissaient. Et là c'est quand même un sujet qui est un peu au cœur de la radicalité de l'ESS, c'est-à-dire comment on peut faire pour tenir les deux bouts de la chaîne, et en particulier quand on a des responsabilités sur le territoire, où il faut à la fois intégrer ces dimensions disons écologiques nouvelles, et en même temps le développement économique qui doit être maintenu. Donc ma question, Emeline, c'est est-ce que l'ESS pour vous, ici à Lyon, est une façon de progresser dans la gestion de cette tension entre l'entrée développement économique et l'entrée préservation écologique? Alors, bonjour à chacune et chacun. Waouh. Donc moi, j'ai la chance d'avoir une responsabilité sur le territoire de la métropole de Lyon, tous les sujets économiques, le numérique et les achats. Et en fait, ma perception de l'économie sociale et solidaire et de la dynamique des entrepreneurs de ces organisations-là, en tout cas, l'approche qu'on a politique, c'est de dire, voilà, ces organisations et ces entrepreneurs sont celles et ceux qui accélèrent la transformation du territoire. Parce qu'elles ont compris, elles arrivent, pas forcément dans leur norme comptable, mais à compter ce qui compte vraiment. Là, je fais écho en particulier pour les jeunes. Allez sourcer ce qui est travaillé par les entreprises de tout type de statut qui sont dans les différentes conventions des entreprises pour le climat, qui sont sur les territoires en France. Il y en a une ici, mais il y en a une à Nantes, il y en a une à Aix-Marseille, il y en a une à Paris. Donc, comptez ce qui compte vraiment. Et donc, je rejoins Lionel dans comptez ce qui compte vraiment. Même si moi, je ne suis pas une ultra-pro des indicateurs, mais il se trouve qu'on est dans une société où il faut de la traçabilité, suivre, prouver, machin. Bon, compter ce qui compte vraiment, c'est justement le nombre d'années en bonne santé qu'il reste à chacune et chacun. C'est la force et la réalité des liens sociaux, en particulier dans la famille.
dans le quartier, etc. Donc, on les voit comme ça, ces organisations et ces entrepreneurs. Je vous donne un exemple, hyper pratico-pratique. Tout le monde est pour, enfin à peu près n'importe quelle personne de sensé ne souhaite plus voir dans les magasins et en particulier sur les plages des bouteilles en plastique. À peu près tout le monde. Enfin franchement, je connais personne qui me dirait spontanément si moi j'ai envie qu'on pollue les mers et les océans avec des bouteilles en plastique. En revanche, depuis de nombreuses années, le sujet de la consigne, bon, on n'a pas besoin d'acheter d'eau normalement, mais j'achète du lait dans une bouteille, dans un flacon qui serait consigné. Ça existait il y a de nombreuses années et c'est revenu dans la diversité des territoires, pareil en Drôme-Ardèche, ici, dans le bassin de vie de Grenoble, à Nantes et puis sans doute ailleurs en Normandie, je ne sais pas, en Bretagne. Donc c'est ce qu'on appelle la consigne. Il se trouve que sur le territoire, on a mis à disposition un lieu, donc le territoire a mis à disposition un immobilier, enfin la collectivité, pardon, et est rentré au capital de cette SIC qui s'appelle Rebouteille, donc une société coopérative d'intérêt collectif, pour dire moi, métropole de Lyon, ça me fait des coûts évités en termes de pollution de l'air, mais aussi finalement recyclage de la bouteille qui, vous le savez, est cassée, machin. Et je pense que ça, c'est le deuxième truc, c'est de se dire temporairement, parce que à titre personnel, j'y suis pas très très favorable, mais temporairement, comptons ce qui compte vraiment. Et du coup, les organisations et les entrepreneurs de l'ESS doivent faire leur démonstration par les coûts évités. Et le deuxième sujet, là, le cas du glyphosate, c'est exactement ça, le cas de Lubrizol aussi, c'est la question de la grande accélération et des pas de temps, en fait, et des pas de temps et du temps. Alors, ça fait un peu mot valise, mais c'est ça, hein, de la délibération, en fait, de la montée en compétence, en connaissance et en compétence de l'ensemble des hommes et des femmes qui sont concernés. On appelle ça les parties prenantes, c'est-à-dire autant les habitantes et les habitants que les financeurs, que les travailleurs, travailleuses, salariés, par exemple, pour le cas de Lubrizol. Et ce qu'il faudrait, c'est que dans un monde idéal, on ait le temps de faire le point sur les choses qui nous sont communes et essentielles, et se dire, bon ben voilà, collectivement, qu'est-ce qu'on décide? Et tu l'as dit spontanément, Hugues, ce que tu as compris de Lubrizol, c'est au nom de l'emploi local, ouais. Alors les décideurs locaux ont dit on continue. Vous êtes sur un territoire où il y a énormément de risques. On a centrale nucléaire du budget pas loin. Bon bah ça, moi je peux rien faire parce que c'est en dehors du périmètre physique de la métropole de Lyon, mais on a ce qu'on appelle la vallée de la chimie. Dans la vallée de la chimie, il y a Arkema, avec entre autres, ça n'est pas que le seul, mais hypothétiquement un des industriels qui éventuellement aurait depuis de nombreuses années reversé dans le milieu ce qu'on appelle des perfluorés. Pourquoi? C'est un bon cas d'usage. La préfecture n'a pas fait le choix que ce site de Lubrizol, ce site-là industriel soit fermé. En revanche, une organisation comme la métropole de Lyon a dit, nous, on va aller chercher une organisation qui relève de l'ESS, qui est l'Institut éco-citoyen de Fos-sur-Mer, pour non seulement faire des analyses, mais aussi discuter justement de à quelles conditions ensemble, on se donne les moyens de maintenir des activités productives qui répondent ou pas à des besoins des habitantes et des habitants du territoire, mais aussi à l'échelle régionale, à l'échelle française, européenne. C'est ça, en fait. Et moi, du coup, puisque je parle depuis un rôle d'élu local jusqu'en fin 2026, jusqu'à mi-2026, pour moi, le vrai sujet, alors, je pense que les organisations de l'ESS sont radicales, parce qu'elles prennent les problèmes à la source. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elles sont en capacité pour plein de raisons, ou en incapacité pour plein de raisons, de relever répondre à tous les désordres qui ont été créés par d'autres forces, on va dire ça comme ça. D'accord, mais alors, voilà. Parce que aussi pour la salle, je pense que derrière la notion de radical, en tout cas c'est celle qu'avec Bastien on avait retenue dans le bouquin, c'est de dire on va à la racine. Voilà, c'est ça. C'est radical parce qu'il y a, un sens très politique et politicien du radical, c'est aller à la racine des choses. Alors, là, quand même j'ai envie de te re-questionner, parce que tu prends l'exemple des consignes. Bon, c'est tout à fait intéressant, mais ça, finalement, ça peut être fait par n'importe quelle entreprise. Et ce qu'on constate quand même, c'est qu'il y a, à certains moments, l'économie sociale et solidaire invente des trucs parce qu'elle est innovante, parce qu'elle est agile, et puis les grands groupes voient ça et disent oui, regardez le bio et les circuits courts par rapport aux grandes surfaces.
c'est intégré. Alors, dans un premier temps, on peut se dire, c'est bien, parce que finalement, on fait tâche d'huile. Mais ce que je constate, moi, parce que je suis un dinosaure, ce que je constate, c'est que peu à peu, c'est dévoyé. Parce qu'en fait, ces groupes-là, ils sont dans la logique du capital, du retour sur investissement et de la distribution de dividendes. Et finalement, l'idée initiale, elle est détournée. Et j'illustre mon propos. Je vous ai parlé de Blablacar. Blablacar, c'est quand même une entreprise très intéressante au départ. C'est une plateforme collaborative, etc. Ils sont venus sur l'écart, c'est-à-dire que Blablacar au départ, c'était on a un bilan carbone qui est positif parce qu'on va partager le voyage, et à la fin ils font rouler des cars qui sont un moyen extrêmement polluant de mobilité. Pourquoi? Parce qu'il y avait la logique de dégager des bénéfices. En fait, c'est toute la différence entre la posture d'un être humain qui se dit comment je vais me réaliser dans ma vie et ce que je vais, moi en tant qu'être humain, ce que je vais apporter. Alors on utilise les mots qu'on veut au territoire, au commun, à la société ou à ma famille. Et la posture de l'être humain qui a été, et c'est pas, enfin voilà, c'est la question des déterminants, biberonné au néolibéralisme. Quand dans la salle, il y a quelqu'un qui représente l'ESPER, je l'ai reconnu. Si depuis le plus jeune âge, ce qu'on entend, ou ce que l'on voit, ou ce que l'on ressent, c'est tu te réaliseras par ce que tu accumuleras et ce que tu montreras, je caricature, mais de l'extérieur, forcément que c'est compliqué. Si depuis ton plus jeune âge, on t'apprend qu'effectivement, ce qui compte vraiment, c'est de discuter avec tes copains, de jouer avec tes copains, de comprendre pourquoi l'autre il est différent, de faire ce qu'on appelle du aller vers, etc. Et ben forcément, quand tu seras adulte, éventuellement, tu te réaliseras autrement. Modulo une vraie réalité qui a été amenée là dans un des propos, qui est on n'est pas du tout dans un monde idéal, et on a collectivement, en tout cas, on est issu, il y a eu du progrès social mais qui a amené, en tout cas, force est de constater maintenant, et ça ne fait que croître, de très fortes inégalités sociales. Donc, de mon point de vue, on ne peut pas demander. On ne peut pas émettre la même hypothèse pour quelqu'un comme moi qui vit dans la zone centre d'un grand territoire urbain, qui a des enfants, qui côtoie toutes les sphères culturelles, machin, et quelqu'un qui n'a pas fait le choix de vivre au bout de la périphérie, dans un immeuble qui n'a pas été réhabilité, avec un papa et une maman qui ont un emploi absolument pas épanouissant, voire précaire, et qui est en situation d'obligation d'aller au Resto du Cœur. Et il me semble, c'est une des choses sur lesquelles je voulais insister, si on souhaite vraiment que l'ESS ne soit pas une économie de la réparation, il y a un truc essentiel qui a été dit dans un débat où j'étais hier soir pour valoriser des hommes et des femmes et des organisations qui entreprennent en ESS, c'est qu'il faut quand même travailler ce sujet de l'éducation et de la jeunesse. D'accord. J'en profite pour dire aux organisateurs, moi j'ai ma petite tablette que vous m'avez donnée, mais je vois pas tellement de questions nouvelles, mais c'est peut-être parce que je suis pas très bon pour là je suis bloqué depuis tout à l'heure, j'en ai pas d'autres. Alors Lionel, je reviens vers vous. Peut-être pour creuser, parce que vous avez en charge la responsabilité sociale des entreprises, dans une entreprise mutualiste, donc économie sociale et solidaire, et peut-être que dans la salle, cette articulation entre la RSE, alors c'est des sigles, hein, donc la responsabilité sociale et l'économie sociale et solidaire, vous la voyez comment? Et en particulier dans ce champ de la santé, puisque vous avez un programme de pleine santé. Moi, je vous dis à titre personnel, parce qu'encore une fois, ça fait longtemps que je suis dans ce champ-là, je suis favorable à la responsabilité sociale des entreprises, parce que je trouve que c'est plutôt intéressant, mais ce n'est pas la même chose que l'économie sociale et solidaire. Or, souvent, il y a un peu de confusion. C'est-à-dire, on met tout ça un peu, les entreprises à impact, les entreprises socialement responsables, l'économie sociale et solidaire, ça fait partie d'un espèce d'ensemble d'entreprises qui ont une approche, ou qui veulent avoir une approche différente. Comment vous vivez ça, vous, dans le monde mutualiste, et en particulier vis-à-vis de la question de la santé, cette articulation entre les deux? La question est intéressante. En fait, moi, je me méfie beaucoup de ces termes un peu valises, RSE, développement durable, etc. D'ailleurs, j'ai un deuxième poste, j'ai le poste de directeur de développement durable. J'aimerais bien changer le titre, mais peu importe au niveau du groupe, mais je vais y arriver un jour. Et chez Harmonie Mutuelle, j'ai eu la possibilité de déterminer le nom de ma fonction. Et j'ai appelé ça direction santé et écologie, avec un pluriel et écologie. En fait, et je vais répondre à votre question. Pourquoi? Parce que pour moi, toute la question de la responsabilité de l'entreprise, elle doit être au cœur de la stratégie. Et donc, quand on parle de RSE, on doit parler de la RSE en fonction du métier, en fonction de la vocation de l'entreprise. Donc, pour moi, aujourd'hui, agir
de manière responsable. Et cette notion de responsabilité, par contre, j'y adhère, hein, agir de manière responsable. Quand on est dans le secteur de la santé, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est avoir conscience de où en est aujourd'hui les besoins de nos adhérents et les besoins de la société de manière générale par rapport aux questions de santé, d'analyser quelle est la situation et comment on doit agir pour avoir une santé qui puisse s'améliorer et qui puisse être encore au rendez-vous dans quelques années. Voilà. Il ne s'agit pas simplement... Parce qu'on peut aussi se dire, et je finis là-dessus, qu'on pourrait très bien se contenter de soigner. Mais on sait que si on soigne n'importe comment, on crée les problèmes de santé de demain. On sait qu'aujourd'hui, le secteur de la santé, c'est 8% de l'impact carbone. Donc, voilà, si on ne réfléchit pas à la manière dont on soigne, on peut continuer à alimenter le dérèglement climatique. Et puis, on sait bien aussi que soigner, ça a un impact en matière de biodiversité, d'antibiorésistance, etc. Donc, voilà, c'est ça qu'il faut avoir comme... voilà. Et donc, derrière, c'est derrière comment on s'organise pour que dans nos stratégies, dans nos activités, il faut que ça se traduise de... Enfin, moi, la RSE un peu périphérique, ça ne m'intéresse pas. Pour être très clair, moi, savoir qu'on a des touillettes en bois, ce n'est pas mon problème. Par contre, comment on fait pour que l'entreprise, et c'est pour ça qu'Harmonie Mutuelle est devenue une entreprise mutualiste à mission, avec comme vecteur d'agir sur les déterminants de santé. D'accord. Là, ça y est, j'ai récupéré les questions. Je devais être un peu bloqué. Je vous les pose. Alors, pardon, ça fait du coup peut-être un petit peu de droite, mais il me semble que c'est intéressant pour vous. Une question, l'économie sociale et solidaire est-elle une économie performante ? Donc vous êtes dans une grande mutuelle, une grande entreprise. Oui. Le total de votre groupe, c'est 40 000 salariés, 45 000 salariés 46 000, ouais. Voilà. 46 000 salariés, donc on n'est pas sur de la petite entreprise. Est-ce que vous diriez que... Enfin, est-ce que le mot, d'ailleurs, vous voulez le reprendre pour vous, de dire performante, ou vous dites autre chose ? Non, mais performance, pourquoi ? Enfin, si c'est une performance financière... C'est la question de la salle. Oui, mais c'est intéressant. Oui. Je trouve qu'elle est vraiment intéressante. Oui. Si c'est une performance de court terme financière, non. Non, on n'est pas performant. Il y a des entreprises, des startups, etc., ou même des grands groupes qui, quand ils font 11 milliards de chiffre d'affaires, voilà, c'est pas 100 millions d'euros de bénéfices à la fin. Hein. On est à 7, 8, 9 fois plus. Donc on n'est pas performant si on prend... Par contre, vous voyez, par exemple, on a créé au sein d'Harmonie Mutuelle le laboratoire des biens communs. Alors pour l'instant, ça fait 0 de chiffre d'affaires. Par contre, je pense que le jour où on va être capable, et on est en train de commencer, à créer des projets, il y en a qui émergent, pour mettre en relation nos adhérents sur un territoire avec les producteurs locaux bio, ça, on sera performant. Le jour où on va réunir 4 ou 5 entreprises pour créer un parking vélo sécurisé en commun et permettre à des gens d'utiliser leur vélo électrique et donc peut-être de venir de plus loin que ce qui viendrait. Voilà. Et là, on va créer de la valeur. Pourquoi ? Parce qu'on va créer de la santé. Et là, on va chercher de la performance. Il faudra évidemment évaluer cet impact-là. Donc la performance, elle est plus large que la partie financière, mais elle est sociale. Et aujourd'hui, on est performant sur le plan social. Juste un point, on a aujourd'hui une activité parce qu'on est différentes fusions. Si on avait été hyper rationnel, au fur et à mesure où on faisait les fusions, on mettait tout le monde au même endroit à Paris, si possible. Alors, vous avez parlé d'un laboratoire du bien commun, donc ça me fait une super transition pour aller vers Benjamin. Benjamin, il faut que tu prennes le micro et que tu le mettes bien. Et j'ai plein de messages me disant qu'il faut bien que tu mettes ton micro près du menton. Donc là, tu vas nous parler un peu des communs. Et en te demandant de le faire, donc je pense que c'est intéressant. Il y a une des questions qui pose la question du rapport à l'État, finalement. C'est vrai que pendant longtemps, l'État, c'est l'intérêt général. Donc les communs et l'intérêt général et l'État, c'est une question de la salle. Ça s'articule comment ? Et les communs, par rapport à l'économie sociale et solidaire, c'est cousin, c'est différent. Je pense qu'il faut que tu redéfinisses un peu, parce que c'est pas évident pour tout le monde. Là, je vais être beaucoup plus à l'aise pour parler de radicalité. Parce que autant vous avez compris sur la question de la relation de l'ESS à la radicalité, j'ai quelques réserves, autant je pense qu'avec les communs, on est au cœur de la question, on est à la racine de la question, et on est dans la radicalité. Pourquoi ? Et ça, je pense que c'est vraiment extrêmement important à comprendre. Historiquement, je vais être très bref, mais historiquement, les communs du XIIe au XIXe siècle en Angleterre, c'est une situation dans laquelle un tiers des terres sont libres d'accès. Et où ? Libres d'accès. On peut y aller comme on veut, prélever ce qu'on veut. Des arbres, des fruits, de la tourbe, du poisson, etc. Suivant un certain nombre de règles qui sont assignées aux résidents.
Et comment dire, ces prélèvements ne sont limités que par une seule chose, qui est la reproduction écologique elle-même et la reproduction des espèces elles-mêmes. Et donc, le commun, c'est quoi? C'est des modes d'habiter le monde qui permettent la reproduction conjointe des communautés humaines et des écosystèmes dans lesquels ils vivent. Et là, on est au cœur de la question. Là, on est dans la radicalité. Voilà. Et je veux dire, c'est plus une question de forme sociale. J'ai dit que les formes sociales importent. Il faut être capable de marginaliser le capital, il faut être capable de marginaliser des intérêts, des lobbies, etc. Mais il faut avoir des objets qui visent. Et alors, je vais le dire exactement comme je le pense, et c'est pour ça que c'est si important. Les communs, la défense des biens communs, c'est, comment dire, le thème du XXIe siècle. C'est-à-dire que c'est la réponse, entre guillemets, en tout cas, l'indication de la voie. Et là, tu as pris l'exemple de la terre. Effectivement, on voit bien. Oui. On peut prendre l'exemple de l'eau, on voit bien. Mais sûr. Après, sur les biens industriels, sur les services, ça s'applique comment alors? Mais ça s'applique absolument parfaitement et j'ai presque envie de dire, au risque de violer un peu ton intimité, ton fils en est un excellent exemple. Alors, pour ceux qui ne savent pas, son fils est le créateur d'une entreprise en commun qui, en l'occurrence, s'appelle Mobicoop et qui fait du voiturage partagé, pas seulement dans une perspective écologique, dans une perspective de diminuer l'empreinte carbone. Bon, mais je voudrais finir par rapport à ce que j'avais commencé à dire. Qu'est-ce qui me retient un peu avec l'ESS, malgré tout le bien que j'en pense, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est une composante essentielle de l'alternative. C'est que c'est, comment dire, si on fait de l'histoire, c'est contemporain de l'industrialisme, c'est contemporain du productivisme, c'est le 19e. Et c'est à une époque où la relation capital-travail n'était pas régulée, ou très peu, et où c'était la prédation des hommes, comme aujourd'hui on a la prédation. La prédation des hommes, ça continue, hein, mais en tout cas dans un certain nombre de zones. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a la prédation générale de la planète. Et donc, comment dire, la coopérative, la mutuelle, etc., c'était des moyens de se protéger contre cet ultra-productivisme, contre l'industrialisme, etc. Mais, comment dire, la question de protéger l'environnement, de protéger la nature, de protéger l'écosystème n'était pas à l'ordre du jour. Ce qu'amènent les communs, c'est ça. Ce qu'amènent les communs, c'est, je répète, le lien des communs à l'écologie, c'est un lien consubstantiel. Et, comment dire, c'est la réponse contemporaine aux difficultés qu'on rencontre. Alors pour ça, il faut embarquer toutes les choses. Justement, question de la salle, comment rendre le bien commun désirable, juste il a disparu, dans une société où l'idée de propriété privée est considérée comme inaliénable? Ben, la question de la propriété privée considérée comme inaliénable, elle est mortifère. Elle est mortifère. On sort de la crise du Covid. Je me permets de dire ça, non seulement parce que vous êtes là, et que voilà, c'est l'objet de notre table ronde, mais parce que j'ai fait un gros travail sur le Covid, et c'est disponible en ligne. Pour tous ceux que ça intéresse, encommun.com, vous trouvez tout ce que vous voulez. Bien. Eh ben, je veux dire, la propriété exclusive des vaccins, c'est quoi? C'est même pas un quart de l'humanité qui a eu accès à ces vaccins. Et les 3/4 de l'humanité, pour des raisons de propriété exclusive, n'ont pas pu y avoir accès. La propriété exclusive, c'est quoi? C'est l'agro-industrie qui impose des bassines à Sainte-Soline sans consultation à travers les préfets et qui provoque des mouvements sociaux d'une ampleur extrême. Je voudrais finir sur un point parce que c'est très important. Ce qu'apportent les communs, c'est pas la propriété collective, c'est pas les bolcheviks, hein. Ouais. C'est juste la propriété partagée. Et c'est le fait que l'accès est garanti
pour tous les besoins essentiels et pour Mais alors justement, des parce que communautés. avant la table ronde, on se parlait et tu me disais que il y avait une progression incroyable aujourd'hui de l'intérêt pour cette idée des ben communs. oui. Donc pour ceux qui le savent pas, il y a eu un prix Nobel d'économie, Bien donc Madame sûr. Ostrom, qui a eu un prix Nobel d'économie sur cette théorie des communs dont Benjamin vient de parler. Comment est-ce que tu mesures cette progression en fait de l'idée des communs aujourd'hui? Parce qu'il y a une question qui dit, mais est-ce que, enfin, en gros, est-ce que c'est compatible avec la culture actuelle des populations, avec le monde dans lequel on vit? Donc tu dis, oui, ça progresse, tant mieux, je m'en réjouis. Mais ça veut dire quoi progresser? Est-ce qu'il n'y a pas quand même une notion de révolution culturelle derrière ça, d'éducation populaire, enfin, de choses qui fassent que la population elle-même évolue dans son rapport à la propriété, aux biens, à un certain nombre de choses? Mais je vais y répondre doublement et je vais faire un clin d'œil aux économistes. Bon, il se trouve que moi, je travaille sur les communs depuis presque, on va dire, 15 ans maintenant. Oui, voilà, depuis la fin des années 2000. On était quoi? On était 30 en France à parler des communs. Hein, je veux dire, on nous regardait avec des pauvres yeux. En plus, on se prétendait économiste. On nous disait, mais enfin, vous habitez sur quelle planète? Bien. Aujourd'hui, tout le monde veut m'expliquer ce que c'est qu'un commun. Bon, et je suis absolument stupéfait de voir à quelle vitesse tout ça se développe. Au point que, c'est ça mon clin d'œil, et c'est quand même un signe, un prix Nobel d'économie, en l'occurrence Jean Tirole, écrit un livre pour faire la défense des marchés, pour proposer un marché carbone généralisé, pour marchandiser la nature, et il appelle ça économie des biens communs. Je veux dire, il est obligé de se dissimuler derrière le parapluie des biens communs pour accroître son audience et vendre des marchés carbone généralisés. Donc si tu veux des indications, en voilà, on pourrait... C'est la salle qui en voulait, mais moi je suis d'accord aussi pour dire comment ça progresse. Alors j'en donne, et je signale juste, parmi les travaux récents, des collègues de Parisien qui viennent de publier un ouvrage sur la manière dont les biens communs sont pris en compte par le droit, en particulier le droit international. Donc, ça va sur les notions de biens communs de l'humanité, les conventions sur l'Antarctique, sur les fonds marins, question etc. de la salle, est-ce que tu reprendrais à ton compte la phrase de Proudhon, la propriété c'est le vol? La propriété exclusive, c'est le vol, oui. La propriété exclusive, dans beaucoup de cas, c'est le vol. Mais je suis presque plus modéré que Proudhon, parce que je pense qu'il y a des cas sur des biens d'usage particuliers où la propriété exclusive se justifie parfaitement. Merci. On va peut-être revenir vers toi, Patricia. Normalement, je devrais me tourner vers lui, mais j'ai quand même envie de vous poser une question. Si vous pouvez prendre le micro. Il a dit quelque chose qui me semble vraiment important, Benjamin, sur le fait que l'économie sociale est née au 19e siècle dans un certain contexte économique, l'industrialisation, le productivisme, etc. Et c'est vrai, moi qui suis un homme de l'économie sociale, tu as raison, c'est marqué du saut de l'époque dans laquelle l'économie sociale est née. Vous auriez envie de dire comment là-dessus? Est-ce que vous partagez cette idée que finalement, par exemple, les coopératives de production, pour ceux qui sont ici, ça s'est développé au départ dans l'imprimerie, parce que ça correspondait au développement, donc c'était des gens qui se mettaient ensemble pour faire de l'imprimerie, pour faire du bâtiment, etc. Donc est-ce que vous êtes d'accord sur cette idée que finalement l'économie sociale est datée? Elle est datée, pas dans un mauvais sens du terme, mais datée par l'époque où elle est née. Je suis tout à fait d'accord. Et en fait, pour rebondir là-dessus, je suis vraiment contente de la question parce que j'avais vraiment envie d'en parler. Je vais deviner. C'est ça. Je vais paraphraser François Ewald, un philosophe qui a publié un bouquin en 97 sur la société du risque. Je trouve ça très intéressant parce qu'il a identifié en fait 3 grands paradigmes du risque et de la manière dont nos sociétés traitent cette question-là. Le paradigme dont on parle sur le 19e siècle et l'émergence de l'ESS à une époque en fait où on avait une vision du risque qui était supportée par les individus
Et finalement, c'est les sociétés où on met au cœur la notion de réparation. On va réparer un risque, on va réparer un dommage quand il est causé. Et l'ESS arrive là-dedans dans un contexte finalement où on a une vision extrêmement individualisée, libérale de la gestion du risque. C'est le paradigme de la réparation. Et ça, c'est les sociétés industrielles du 19e siècle. Au XXe siècle, on est passé à un deuxième paradigme pour François Eval, qui est celui du paradigme de la prévention, où l'État-providence se développe justement parce qu'il y a un certain nombre de risques qui sont inassurables, parce que l'individu ne peut pas être considéré comme seul responsable de ces risques personnels. Et donc, on a besoin d'une gestion un peu plus collective du risque. Et puis aujourd'hui, on est dans un troisième tournant du XXIe siècle, dans un troisième paradigme, qui est le paradigme de la précaution. Et je pense que c'est un concept dont on parle moins aujourd'hui qu'il y a quelques années. Et pourtant, il est majeur parce que le risque climatique, en fait, porte en lui-même des risques qui sont ni assurables, ni prévenables, je ne sais pas comment on dirait, qu'on ne peut pas prévenir. Parce qu'on ne peut même pas le mesurer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'appuyer sur les données passées pour prédire ce que va être le futur. Et ça fait émerger des nouvelles responsabilités, ni purement individuelles, ni collectives, sans doute propres au commun dont parlait Benjamin. Et effectivement, tout à l'heure, je parlais de l'ESS comme confronté à des contradictions. Je suis d'accord avec le diagnostic qu'il y a quelque chose d'un petit peu daté et que l'ESS, si elle veut monter un peu en puissance, doit se renouveler aussi à l'aune de ces enjeux-là. Et le deuxième point sur lequel je voulais rebondir, c'est comment est-ce qu'elle doit faire, l'ESS, pour se renouveler. S'interroger sur ses propres fondements. Et je pense qu'il y a un fondement, pareil, dont Benjamin a parlé tout à l'heure, qui me semble majeur, qui est le fondement de la gouvernance. C'est-à-dire que l'ESS, une fois qu'on dit « OK, on ne fait pas de profit, on les redistribue », on ne s'interdit pas des bénéfices, mais on les redistribue. On a un but, social, environnemental, ce qu'on veut. Quelle est la vraie spécificité de l'ESS? C'est sa gouvernance. Et c'est cette gouvernance démocratique qui remet quand même l'individu au cœur du process, avec la notion d'une personne, une voix. Ça, c'est vraiment majeur. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui doit être quand même au cœur de ces débats-là. Comment on gère ces enjeux-là pour Alors, Emeline, faire si tu veux bien prendre un micro, pendant que tu prends le micro, il y a deux questions auxquelles je réponds moi-même. Le premier, puisque tu as fait référence, Benjamin, au fait que j'avais fait un livre avec mon fils, et la question, c'est qu'est-ce qui vous différencie le père et le fils? Donc, je peux vous inviter à lire le livre, mais en gros, c'est quand même pas inintéressant parce que j'ai cru voir que la salle était jeune et je m'en réjouis vivement. Mais dans ce livre, on invite un débat intergénérationnel parce que moi, j'ai mené des combats dans ma vie qui n'étaient pas exactement les mêmes que ceux de mon fils. Moi, j'ai été marqué par un conflit social qui était le conflit de l'IP, qui était un conflit pour maintenir l'emploi à Besançon. J'ai été marqué par l'autogestion. Ces éléments-là, aujourd'hui, c'est plus exactement ceux de mon fils, qui a quand même 40 et quelques années. Et parce que pour lui, la question écologique est devenue centrale. C'est-à-dire, pour moi, être radical, c'était être un humaniste social, si on veut faire court. Mais en laissant finalement de côté les éléments liés aux ressources de la planète et à la nature. Et là, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que Bastien, il est marqué par des auteurs comme Descola, des gens comme ça, que je ne suis pas. Moi, ce n'était pas mes lectures premières. Et donc voilà, je réponds à votre question. Finalement, c'est un curseur entre le social et l'écologie qui n'était pas placé au même endroit. Mais sans parler est intéressant parce qu'il fait évoluer les choses. Deuxièmement, vous demandez quelle est la différence qu'il y a entre une entreprise à mission et une entreprise à impact. Alors, les entreprises à mission ont été créées par la loi Pacte il y a 3 ans maintenant. C'est le fait que des entreprises définissent de manière organisée par leur gouvernance, une mission qui vont dire, au-delà de « je produis des voitures et je cherche à faire du profit en vendant des voitures », je me donne une mission particulière dans la société. Et j'écris cette mission dans ma gouvernance. Bon, je vois que Benjamin fait l'amour. On peut être pour ou contre, mais je réponds à la question. Ça c'est une dimension assez juridique quand même, parce que c'est organisé par la loi. Les entreprises à impact, ce sont celles qui disent, en fait, finalement, quelle que soit la forme juridique de l'entreprise, c'est pas ça qui est tellement important. Donc, c'est pas tellement de savoir si vous
vous êtes Blablacar ou si vous êtes Mobicop, c'est quel est votre bilan carbone, comment vous impactez la société, donc avec différentes formes d'impact, et c'est ça qui est en premier. Et donc je vais me tourner vers toi, Emeline, parce que pour ceux, vous êtes peut-être un peu loin de tout ça ici, mais il y a aujourd'hui des débats assez forts entre l'économie sociale et l'économie à impact. Il y a des mouvements qui sont organisés. Il y a un mouvement qui s'appelle le mouvement des entreprises à impact, qui s'appelle Impact France, mouvement Impact France. Est-ce qu'ils sont dans l'économie sociale et solidaire? Est-ce qu'ils n'y sont pas? Il y a des débats qui sont assez rugueux autour de ça. Voilà. Donc, entreprise à mission, entreprise à impact, entreprise de l'économie sociale et solidaire, en tout cas, ce n'est pas des synonymes. Alors, je viens vers toi, Emeline, par rapport à, quand même, en revenant par l'entrée du territoire. Parce qu'y compris cette question de l'impact qui est posée, elle est fondamentale pour le territoire, finalement. Et d'ailleurs, il y a un concept qui est en train d'émerger, qui peut peut-être intéresser la salle, qui est la notion de responsabilité territoriale des entreprises ou des organisations. On a connu la responsabilité sociale des entreprises. On vient actuellement sur la responsabilité territoriale des entreprises. Donc, comment est-ce que vous, les élus, vous appréhendez cette notion d'impact sur le territoire? Est-ce que tu as l'impression que ça progresse finalement dans le monde des élus, les entrées par l'ESS, qu'il y a quand même des évolutions qui sont plus les mêmes? Et dans le rapport à la démocratie, parce que j'ai aussi plusieurs questions et que je trouve tout à fait intéressantes sur le rapport entre l'ESS et la démocratie. Finalement, est-ce qu'il y a une contribution de l'ESS à la démocratie et donc en l'occurrence à la démocratie locale? Oui, le sujet de l'impact, il est important au sens de compter ce qui compte vraiment, et l'échelle territoriale, c'est une échelle en général, en tant qu'adulte, qu'on arrive bien à appréhender, qu'on soit juste habitant, personne engagée, entrepreneur, salarié, collaborateur, collaboratrice. Moi, je fais partie des élus locaux qui sont arrivés en situation de responsabilité en juillet 2020 sur un gros territoire très dynamique où on a dit, ben voilà, pour accompagner les entreprises, la diversité des entreprises, les TPE, les PME, les PMI et l'ensemble des organisations, on va aller les voir avec ce sujet de l'impact, mais en regardant tout, parce qu'en fait, le débat de fond qu'il y a entre ESS et impact, un des débats, c'est de dire, ouais, mais en fait, l'impact, vous regardez juste vos externalités négatives ou vos externalités positives et à l'échelle globale et pas à l'échelle du territoire. Et là, nous, on vient les voir en leur disant, bah voilà, on vous pose la question à vous en tant qu'entreprise de votre viabilité environnementale, de ce que vous portez en termes d'inclusion et de justice sociale et aussi de votre éthique des affaires, de vos achats locaux et de la question de votre gouvernance. Donc, ma réponse sur l'impact, c'est en fait, c'est une approche assez intéressante à l'échelle territoriale. Et moi, je souscris complètement au sujet de la responsabilité territoriale des organisations, parce que c'est quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut partager, qu'on peut plus facilement mesurer, modulo la réalité des flux financiers quand même. Voilà, on a un sujet avec les banques. Donc, ça, c'est ma deuxième réponse. Et la troisième réponse, là, sur ESS et démocratie, je l'ai plus ou moins laissé comprendre. Dans un monde idéal, en fait, donc c'est les Scop en général qui le disent, l'ESS, c'est de la citoyenneté économique. Quand tu vis dans une organisation de la démocratie, forcément que tu es plus enclin, tu comprends, puisque tu débats, tu es beaucoup plus enclin à participer à la vie de ton territoire, voire tu la comprends beaucoup plus aisément, et tu vas t'engager dans l'association de parents d'élèves, sur les listes électorales à l'échelle de ton arrondissement, de ta commune, etc. Et c'est pour ça que tout à l'heure, spontanément, j'ai parlé de la jeunesse, non pas parce que c'est facile pour un élu de parler de la jeunesse, mais force est de constater que jadis, et Hugues, tu es plutôt de cette génération, moi je suis plutôt de la génération de Bastien, à la génération d'Hugues, il y avait la JOC, il y avait les scouts, il y avait tous les mouvements d'éducation citoyenne et populaire beaucoup plus présents que maintenant, parce que maintenant, ce qu'on fait quand on a des enfants, c'est, oui, il faut accompagner l'éveil de l'enfant, machin, avec une diversité de pratiques culturelles et sportives, mais on oublie toujours en fait, la base de la base, c'est, entre guillemets, je vais très mal le dire, apprendre à vivre ensemble, faire l'expérience de l'autre. Et c'est ça qui nous manque cruellement. Et c'est ce qui manque à notre démocratie. Moi, je fais partie des gens qui ont été élus avec un taux d'abstention de fou. Donc, du coup, on ne se permet pas collectivement d'imposer notre point de vue. Et on est très mesuré. C'est pour ça qu'il y a les budgets participatifs, etc., etc. Mais mon Dieu, normalement, oui, les hommes et les femmes qui s'engagent dans des organisations de l'ESS ou qui sont entrepreneurs de l'ESS, forcément qu'ils facilitent la démocratie sur le territoire. Alors, avant la table ronde, on papotait avec Benjamin et il me disait
parce qu'il y a un livre qui est sorti par Robert Boyer qui est intéressant, mais on ne va pas parler du livre de Robert Boyer, Benjamin, si tu veux bien. Mais ce que tu me disais, c'est finalement un des problèmes de la coopération, c'est qu'il y a des coopératives, mais finalement une SCOP. La coopérative, la coopération, elle est à l'intérieur de la coopérative. Une coopérative de consommateurs, etc., ou une banque coopérative, c'est à l'intérieur. Et donc, est-ce qu'on coopère à plusieurs? Et là, j'ai une question pour toi, Emeline, encore, parce que est-ce que cette intercoopération, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas simplement une SCOP d'un côté qui fait son truc, puis est-ce que, pour moi, l'enjeu du territoire est fondamental parce que ce qu'appelle de ses voeux Benjamin, c'est-à-dire qu'il y a des systèmes d'intercoopération, moi je les vois beaucoup plus faciles à faire sur les territoires, d'où par exemple les pôles territoriaux de coopération économique. Donc est-ce que tu peux en dire quelques mots? Comment vous, élus, vous voyez le fait que finalement l'économie sociale, ça ne soit pas simplement ici j'ai une SCOP, ici j'ai un circuit court, mais des choses qui sont posées les uns à côté des autres, mais qui ne font pas écosystème, qui ne font pas intercoopération? Oui, donc l'enjeu, c'est justement de créer ces communautés d'acteurs qui, pour le coup, deviennent puissantes et performantes pour répondre aux besoins du territoire et qui intègrent les deux aspects, c'est-à-dire la question de la lutte contre la prédation de nos ressources et la question de la lutte, pour le dire en positif, pour l'inclusion sociale et la justice. La plupart, enfin, il y a de nombreux territoires en France maintenant qui portent ce sujet des pôles de coopération. D'abord parce qu'on est encore dans le moment où on doit rendre visibles ces acteurs-là, c'est-à-dire qu'ils soient tous dans un même lieu. En général, on le fait par filière. Et souvent, c'est l'agriculture et l'alimentaire. C'est ce qu'on fait ici. Ici, il y a une petite spécificité autour du textile. Donc, il y a un pôle de coopération textile qui sort de terre. On a un sujet autour de la mobilité. Et ça commence souvent par favoriser l'achat en commun et après être plus en lien, massifier la solution avec l'accès, on n'en a pas parlé, mais un des gros leviers pour massifier les solutions, c'est l'accès à l'achat public, ce qu'on fait aussi. Et donc moi j'ai tendance, enfin je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je pense que cette échelle de territoire, moi, je fais partie du monde qui préfère qu'on parle d'abord par bassin de vie, puis ensuite on a le territoire. Moi, j'ai une responsabilité sur un territoire très vaste où il y a une diversité de bassins de vie. Et les pôles de coopération, là, on les met à l'échelle du grand territoire. J'espère que demain, on pourra mailler par des objets par bassin de vie, mais je pense que Benjamin le dira. Et c'est ça qui fera la démocratie, en fait, de montrer, d'avoir des organisations qui sont pérennes au sens où elles se financent, elles répondent aux besoins du territoire et elles font système. Oui. Alors, Benjamin, le principe, c'est que comme on défend la participation et la démocratie, les questions de la salle sont importantes, donc j'essaie de les relayer. Donc il y en a une, à mon avis, qui va pour toi. Êtes-vous pour ou contre le système d'héritage ? Si vous êtes contre, quelles sont vos solutions? Parce que à partir du moment où on dit les communs, non mais c'est une vraie question, puis il faut partir des questions que les gens se posent. On dit les communs, mais alors donc moi j'ai une maison, j'ai une propriété, j'ai des trucs comme ça, on me dit les communs, qu'est-ce que ça devient là-dedans? Oui, franchement... c'est une non-question pour toi? C'est pas une question pour moi, ça m'intéresse pas, je veux dire. Ouais. Mais non, mais vous viendrez, celle qui a posé la question, vous viendrez le voir à la fin. Ça me fout que Bernard Arnault puisse transmettre les dizaines, voire les centaines de milliards dont il dispose. Franchement, ça m'intéresse pas beaucoup. Non, moi je voudrais revenir quand même sur les questions qui sont les vraies questions, à savoir commun, intérêt général, etc. Ouais. Ça, c'est les vraies questions. Après, c'est de la bricole. Il est comme ça, il faut le savoir. Non, je suis comme ça, mais non, parce que je ne veux pas qu'on détourne par rapport à un débat. Vas-y, ne détourne pas, alors viens sur les communs d'intérêt général. Alors, la question, c'est quoi entre ESS et commun? C'est que si on poursuit dans l'idée que l'ESS, c'est daté, en dépit de toutes ses qualités, bien sûr. Il faut aussi dire que les coopératives, les mutuelles, etc., ça poursuit le bien-être de leurs membres, et pas de ce qui est à l'extérieur. Ouais. Ça, c'est une limite extrême. C'est pour ça qu'il n'y a pas de principe de coopération. La coopération, elle est interne, entre les membres. Les mutuelles, elles ne coopèrent pas entre elles. Je veux dire, les coopératives, elles ne coopèrent pas entre elles. La grande différence qu'apporte le commun, c'est que, indépendamment de la coopération interne, si je peux dire, il n'y a pas de commun s'il n'y a pas
enchâssement de différentes communautés et s'il n'y a pas une communauté de contrôle sur la communauté des makers et des agissants. Autrement dit, de l'intérêt collectif, de l'intérêt général est porté localement et il n'est pas reporté à un intermédiaire qui est l'État, dont on sait très bien qui peut être à certains moments approprié par des groupes d'intérêt qui l'amènent extrêmement loin de l'intérêt collectif. D'accord. Alors Patricia va avoir envie de réagir, mais avant ça, moi je voudrais, avant qu'elle réagisse sur ce que tu viens de dire, je voudrais faire le lien entre ce que tu viens de dire et l'aspect démocratie. Moi, si je me suis intéressé à l'économie sociale il y a fort longtemps, c'est quand même beaucoup sur ce principe, une personne, une voix. Oui. Et mon raisonnement, c'était en fait, j'aime la démocratie politique et je me fais avoir parce que la démocratie, ça n'est qu'en politique. Mais l'économie, n'y touchez pas. Là, c'est le capital qui a tous les pouvoirs, etc. Comment tu fais le lien entre les communs et ce désir démocratique qui est le mien? Je te rends des points sur le fait que tu as eu tout à fait raison de considérer qu'une personne, une voix, c'est un progrès dans la démocratie de la gouvernance des entités qui pratiquent ce système des coopératives. Mais en même temps, on voit bien que ça ne suffit pas, pour toutes les raisons qu'on a dites d'isomorphisme, etc., et pour le fait qu'il doit y avoir des formes de coopération qui subsument l'intérêt particulier de chacune des entités. Je vais donner juste un exemple que vous connaissez tous. Wikipédia, ce qui est un commun, bien sûr, oui. C'est de la connaissance partagée. Wikipédia, c'est plusieurs entités enchâssés. Ceux qui gouvernent Wikipédia, ils ne font pas du tout ce qu'ils veulent. Ils édictent des règles et ils sont sous contrôle d'une communauté plus large. C'est ça la démocratie. Okay. Bon. Alors... Donc, je veux dire, c'est à ça qu'il faut arriver dans des communs territoriaux, dans des communs. Ça ne veut pas dire que les collectivités publiques n'ont aucun rôle à jouer. Elles ont un rôle puissant à jouer. Mais pour favoriser tout ça, le garantir, etc. Patricia, vous vouliez réagir? J'en profite pour glisser à la salle. Si vous appréciez Wikipédia, faites votre chèque de temps en temps. Parce que pour que ça soit commun, il faut de temps en temps envoyer de l'argent à Wikipédia. Parce que sinon, ils n'y arriveront pas. C'est un truc à but totalement non lucratif. Donc on rentre dans une démarche totalement différente. Et si on ne les soutient pas, à un moment, on apprendra qu'ils... Attends. Vous vouliez, Patricia, vous vouliez réagir à ce que disait Benjamin? Oui, non, mais je suis totalement d'accord avec l'argument que Benjamin a développé sur le fait que dans l'ESS, on poursuit le bien-être de ses propres membres et que se pose la question de ce qui se passe à l'extérieur. Et l'un des sujets qui est vraiment fondamental, on en a parlé tout à l'heure sur le glyphosate, sur la contradiction entre les objectifs écologiques, économiques et santé. En fait, le cœur du sujet, c'est vraiment cet aspect contradictoire et conflictuel des dimensions. J'ai un bon exemple qui me vient à l'esprit, c'est aujourd'hui, donc on a beaucoup parlé des enjeux climat, de la création de cet indicateur carbone qui permettait de mettre beaucoup de gens d'accord, et puis on se dit on a avancé, et puis le nouveau sujet sur lequel on espère avancer dans les années à venir, c'est sur la biodiversité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur deux dimensions environnementales qui ne sont pas forcément compatibles. C'est-à-dire que, et il y a un rapport du GIEC et de l'IPBES qui souligne ça, qui souligne que les politiques de lutte contre le changement climatique peuvent avoir des impacts extrêmement négatifs sur la biodiversité. Et donc se pose la question de comment est-ce qu'on arrive à rendre compatibles des dimensions éminemment conflictuelles, contradictoires, quelle est la légitimité de la prise de décision et, in fine, comment est-ce qu'on va hiérarchiser les choses et qui peut le faire. Je n'ai pas forcément la réponse. D'accord. Je suis totalement d'accord avec cet aspect. C'est le fait de poursuivre le bien-être de ses propres membres ou de les associer à la décision ne suffit pas pour alors, il nous reste 6 ou 7 minutes. Attendez, je vais encore vous poser une question qui vient de la salle. Pourriez-vous expliquer quel est l'impact concret de l'économie sociale et solidaire sur l'économie, s'il vous plaît? Je suis élève et je ne comprends pas tout. Donc, comment vous répondriez à cette question sur la mesure de l'impact, ou Lionel, si vous préférez? C'est-à-dire, donc, moi, j'entends parler depuis 1 heure et quelques de SS, je trouve ça plutôt pas mal, mais bon. Mais en fait, qu'est-ce que vous produisez comme effet? Ce qu'on produit comme effet, d'une manière générale, c'est peut-être un peu compliqué, mais je prends des exemples. Il y a quelques années, en Vendée, il y avait une clinique, la clinique qui était un peu en déshérence, c'était dans le sud de Vendée, Fontenay-le-Comte pour tout le dire, qui avait du mal à tenir un objectif économique, ou en tout cas un équilibre économique.
S'il n'y avait pas eu le groupe Vive à l'époque pour acheter cette clinique, investir pour qu'elle puisse continuer à tenir, elle ne serait plus là. Ouais. Aujourd'hui, et puis en matière de complémentaire santé, aujourd'hui on a 95% de la population qui a une complémentaire santé. Je pense que s'il n'y avait eu que des acteurs privés, on n'en serait pas là. Mais là je me fais l'avocat de la salle. Par exemple, aujourd'hui, il y a des déserts médicaux. Parce que il y a des sujets de santé qui se posent sur le territoire. Oui. Est-ce que vous, Mutuelle, est-ce que nous, économistes solidaires, on est capable d'apporter des réponses différentes de ce que les entreprises de capitaux apportent? Parce que, par exemple, pour ceux qui connaissent ça, il y a beaucoup de cliniques privées qui ont été vendues à des grands groupes comme la Générale de Santé à l'époque, qui s'appelle autrement aujourd'hui. Est-ce que l'ESS peut apporter des réponses, par exemple, dans une idée de la santé sur les territoires où on habite? Oui, je vais prendre un exemple. Alors là aussi, je vais revenir dans l'Ouest parce que on a un tropisme un peu de l'Ouest, mais il y a plusieurs villes dans lesquelles il n'y avait plus de médecins. Je pense en particulier à Laval. Ça a été pareil à Cholet. Il n'y avait plus de médecins. C'est le groupe mutualiste qui, finalement, a créé un service, alors financé derrière par département et compagnie, qui permet d'assurer toute la structure administrative et qui a fait que des médecins à la retraite, etc., sont revenus. Alors, ils n'étaient pas partis depuis 10 ans à la retraite, mais ils sont revenus en disant « j'accepte de faire un certain nombre d'heures, je suis déchargé de toutes les fonctions administratives qui me barbent », et là, on a remis des médecins sur le territoire. Voilà ce type d'initiative. Et je voulais juste répondre rapidement sur ce qui était dit sur le fait que, effectivement, la démocratie et l'intérêt, il est regardé à l'aune des membres. Et elle vit à l'aune des membres. Je pense qu'aujourd'hui, les choses sont en train de changer. À partir du moment où on a compris, en tout cas pour ce qui nous concerne, que la santé, elle n'était pas individuelle, mais elle était sociale, qu'on ne peut pas vivre individuellement, durablement en bonne santé dans une société qui va mal. Ça change tout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, c'est ce qu'on a soutenu, l'expérimentation de territoire de pleine santé à Uzès, dans lequel un économiste de renom, Éloi Laurent, qui n'est pas forcément très orthodoxe, travaille qui a répondu à notre enquête. Ouais, il travaille aujourd'hui avec les populations pour comprendre. Mais il ne le fait pas de son piédestal. Le questionnaire, il est fait avec les populations pour comprendre comment elles vivent leur santé, quelles relations au territoire. Et derrière, il y a une convention de pleine santé qui se met en place pour trouver les solutions. En particulier, là, ils sont en train de travailler sur la canicule. Donc, c'est à la fois des solutions concrètes. On crée un lieu dans lequel on peut sortir de chez soi. Même pendant les canicules, on trouve de l'ombre, du lien social, intergénérationnel. On travaille sur les réseaux de solidarité entre voisins. Voilà. Et là, ça, c'est quelque chose qu'on soutient parce que nous, on considère que le mutualisme, c'est mettre en commun les choses et être capable de pousser cette notion d'entraide. Et là, on va s'appuyer avec les territoires et on va être capable de travailler au-delà de nos simples adhérents. Ok, on est à la fin. Emeline, on est à Lyon, donc on est chez toi et tu es élu à la métropole. Donc un mot de conclusion sur notre sujet de la radicalité en économie. Une des solutions, c'est d'agir à l'échelle du territoire et d'expérimenter à l'échelle des territoires, ici et ailleurs, pour qu'on arrive à transformer les choses, en tout cas à porter un plaidoyer juste et efficace. J'espère qu'il sera performant pour adapter quand même les outils qu'on a à l'échelle nationale et européenne pour intégrer cet enjeu. Je suis plutôt d'accord avec Benjamin. Juste, il faut qu'on fasse la preuve. En tout cas, il faut qu'on l'expérimente dans les territoires. Voilà. Alors juste aussi un mot pour vous repartiez avec la pêche. Moi j'étais à Saint-Sébastien au Pays Basque là en début de semaine. Il y avait 2 jours de l'économie sociale et solidaire européenne. On a quand même des signaux qui sont intéressants. La Commission européenne a adopté un plan d'action en faveur de l'économie sociale. Il y a une recommandation du Conseil européen aux États membres de développer l'économie sociale dans leur pays. Donc il se passe des choses intéressantes et repartez de notre table ronde en vous disant qu'il n'y a pas qu'un seul modèle économique, qu'on peut en inventer d'autres, qu'il y en a qui le font déjà depuis un certain temps et qu'on peut ne pas subir ce qu'on nous annonce devant nous. On peut être acteur de l'économie, on peut démocratiser l'économie, que ça s'appelle les communs, que ça s'appelle l'économie sociale et solidaire, que ça s'appelle d'autres choses que vous avez envie d'inventer. En tout cas, c'est le message qu'on a envie de vous passer à travers cette discussion pendant les journées de l'économie ici, les GECO, qu'il y a d'autres formes possibles et donc essayons de les inventer ensemble. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.